qui allait finir par déclencher 48 heures de chaos. Ne t'embête pas à venir à la réception d'anniversaire de mariage. Nous en avons fini avec toi. 9 mots, pas de salutation, pas de signature, même pas une fioriture passive-agressive du genre « J'espère que tu es contente maintenant ». J'ai lu le message alors que je me tenais dans la salle de conférence vitrée du cabinet de conseil auquel j'avais sacrifié les 10 dernières années de ma vie. Derrière moi, la skyline de la Défense ressemblait à un circuit imprimé. Chaque fenêtre était un autre petit univers brillant où les gens avaient probablement des pères normaux qui ne considéraient pas leurs enfants comme une ligne sur un bilan comptable. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était une plaisanterie, une erreur de correction automatique. Mais non, c'était exactement le genre de message stérile que mon père, Richard Bernard, enverrait. S'il avait pu me déshériter légalement via un emoji, il l'aurait fait. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis tourné vers mon assistante, qui attendait patiemment avec une pile de contrats. « Tout va bien, mademoiselle Bernard ?» a-t-elle demandé, la voix prudente. « Très bien, ai-je menti. Continuons. » Parce que c'était ce qu'on faisait quand on était une Bernard. On ignorait l'incendie dans sa vie et on se concentrait sur le point suivant de l'ordre du jour. Ce n'est que des heures plus tard, de retour dans mon appartement du 8e arrondissement, que j'ai vraiment laissé les mots décanter. Ne t'embête pas à venir. Nous en avons fini avec toi. C'était presque drôle. Mon père avait passé toute ma vie à agiter l'acceptation devant moi comme une carotte bas de gamme. Sois plus comme ton frère. Sois moins sensible. Travaille plus dur. Ne lui fais pas trop d'ombre, mais ne sois pas un échec non plus. Je m'étais contorsionné de 1000 façons pour essayer de rentrer dans ce moule en perpétuel mouvement. La première fois que j'ai compris que cet effort était voué à l'échec, c'était quand j'avais 14 ans. J'avais été accepté dans un programme d'été prestigieux à Sciences Po. 2 semaines de bonheur académique, loin des comparaisons constantes. Je suis rentré à la maison en agitant la lettre d'acceptation comme s'il s'agissait d'un billet de loterie gagnant. Mon père n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable. « C'est bien », a-t-il dit. Mais Bastien a été accepté au stage national de tennis à Roland-Garros, comme si cela expliquait tout. Comme si le fait que mon frère aîné puisse frapper dans une balle avait d'une manière ou d'une autre plus de valeur que tout ce que je pouvais accomplir. Alors, quand j'ai lu ce SMS, je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti un soulagement. Pas le genre de soulagement chaleureux, mais celui qu'on ressent quand on admet enfin qu'on a essayé de gagner à un jeu truqué toute sa vie. Et le plus effrayant, c'était à quel point ce soulagement semblait pur. Comme si quelque chose en moi attendait la permission d'arrêter de supplier. J'ai repris le téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au seul contact qui savait exactement à quel point j'étais empêtré dans les affaires familiales. Alexandre Morel, mon avocat, mon meilleur ami, la seule personne qui ait jamais dit tout haut que je n'étais pas folle de penser que mon père me traitait comme un actif jetable. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Tu es enfin prête ?» a-t-il demandé. Aucun préambule n'était nécessaire. « Oui », ai-je dit, la voix plus assurée que je ne l'étais réellement. « Retire tout, la caution personnelle, la ligne de crédit, la clause d'indemnisation. Je veux que mon nom soit retiré de chaque document lié à Bernard et associés. » Il y a eu une pause. Le genre de pause qu'on reçoit d'un ami qui se soucie plus de vous que de votre fierté. « Tu sais que ça va devenir moche », a dit doucement Alexandre. « Je sais. Et tu es d'accord avec ça. » J'ai dégluti et mon esprit a fait ce qu'il faisait toujours quand j'étais acculé par cette famille. Il a rejoué le moment qui avait déclenché le piège. Il y a 3 ans, mon père avait fait glisser une caution isolée sur la table de ma cuisine comme s'il s'agissait d'un menu de brasserie. Il n'a pas demandé. Il n'a pas expliqué. Il a joué la comédie. C'est juste une formalité, avait-il dit de ce ton de baryton condescendant qui faisait que même les compliments ressemblaient à des avertissements. La banque aime voir toute la famille engagée. Ce sera bon pour ton image. Traduction, tu vas signer ça parce que tu me le dois, parce que nous t'avons élevé. Parce que ton nom de famille est Bernard, et cela signifie que tu es utile quand je dis que tu le es. J'avais signé. Bien sûr que je l'avais fait. Dire non aurait fait de moi la méchante dans ma propre maison. Ingrate, égoïste, un fardeau. Et ma mère aurait rôdé à proximité, les yeux doux, chuchotant, « S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. »
Comme si toute mon existence n'avait pas été un long exercice pour leur faciliter la vie. 3 ans plus tard, fixant le licenciement en 9 mots de mon père, j'ai enfin compris quelque chose de si tranchant que cela m'a brûlé la gorge. La seule personne que j'avais trahie, c'était moi-même. Je suis d'accord avec ça, ai-je dit à Alexandre, la poitrine serrée par quelque chose qui ressemblait presque à de la liberté. Presque. Très bien, a-t-il dit. Je déposerai les notifications demain matin. Quand j'ai raccroché, j'étais seul dans le calme de mon salon. Pas de voix en colère, pas de soupir déçu, juste le léger ronronnement du réfrigérateur et le bruit lointain de Paris continuant sa route sans moi. Indifférente et vivante. J'aurais dû me sentir seul. Au lieu de cela, c'était inhabituel, comme enlever un manteau qu'on avait oublié porter parce qu'il nous pesait depuis trop longtemps. Je savais que le calme ne durerait pas. Mon père verrait le retrait de la caution vers le milieu de la matinée et alors les appels commenceraient. Les menaces, la culpabilité soigneusement orchestrée, les discours familiaux qui signifiaient toujours soumets-toi. Mais pour cette nuit-là, je me suis laissé porter par cette sensation. Je me suis versé un verre de vin rouge, pas de cognac, parce que contrairement à mon père, je n'avais pas besoin d'une brûlure pour me sentir puissante. Et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la grille des lumières parisiennes scintiller comme un millier de vies privées. Mon père avait raison sur une chose. Je ne reviendrai pas. Et quelque part, profondément sous le soulagement, autre chose s'agitait. Quelque chose que je ne nommais pas encore. Parce que la vérité était que je ne retirais pas seulement mon nom d'un document. Je le retirais de sa bouche. Le matin est arrivé comme un coup de marteau. 8h02. Numéro inconnu. Camille, c'est Maître Grégoire Clément. Votre père m'a demandé de vous appeler. Nous devons discuter de vos obligations concernant la ligne de crédit. Obligation ? Le mot préféré de mon père. Je n'ai pas répondu. À 8h30, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Je pouvais déjà entendre sa voix dans ma tête. Camille, s'il te plaît, sois raisonnable. Tu rends ton père malheureux. Comme si toute mon existence n'avait pas tourné autour de la régulation de ses humeurs. 9h05, mon père. J'ai posé le téléphone face contre terre. 9h10, 9h15, 9h20. Un SMS. Réponds au téléphone. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je l'ai fixé et j'ai presque souri. S'il savait combien de nuits j'avais rejoué la signature de cette caution, combien de fois j'avais regretté de ne pas avoir dit non, il comprendrait que je savais exactement ce que je faisais. 9h45, Bastien. Sérieusement ? La banque a appelé. Tu es en train de tout couler. Tout ? Pas moi. Pas le fait que notre père venait de me renier par SMS. L'image de marque, l'entreprise, la machine. J'ai supprimé le message. À 10h30, Alexandre a appelé. Ils sont en train de perdre pied, a-t-il dit. Tant mieux. Ils menacent de te poursuivre. Manquement au devoir fiduciaire. J'ai ri. Je ne suis pas au conseil d'administration. Je sais que ce n'est pas pour gagner. C'est pour t'effrayer. Ils arrivent trop tard, ai-je dit, je n'ai pas peur. Il y a eu une pause. Es-tu prête pour ce qui vient ensuite ? J'ai pensé à chaque fête où ma loyauté était interrogée comme une évaluation de performance. Chaque fois que ma mère disait, « Tu sais comment est ton père ?» Oui, j'ai dit que j'étais prête. À midi, mon père a laissé un message vocal. Camille, a-t-il commencé d'un ton calme et mesuré. Je vais supposer que tu agis par ignorance. La banque remet en question notre solvabilité. Les associés paniquent. Il s'agit de toute la famille. C'était là. La famille. Camille, tu as 24 heures pour rétracter ta notification, a-t-il conclu. Après cela, ne t'attends pas à ce que cela se termine bien. J'ai coupé le message et j'ai posé mon téléphone. Il n'avait pas demandé comment j'allais. Il n'avait pas demandé pourquoi. Juste une gestion des dégâts et un ultimatum. Samedi matin, on a sonné à la porte. Je savais avant même de regarder. Ma mère se tenait là, vêtue d'un cachemire rose pâle, le chagrin coiffé à la perfection. Camille, a-t-elle dit doucement. Puis-je entrer ? Non. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas ainsi que nous résolvons les choses.
Je ne résous rien, ai-je dit. J'arrête de faire semblant. Tu es puéril. C'était là, le scénario habituel. Tu sais ce qui est puéril? Ai-je demandé. Utiliser sa fille comme garantie. Son expression a vacillé juste une seconde. Ton père a fait ce qu'il y avait de mieux pour l'entreprise. Il a fait ce qu'il y avait de mieux pour lui-même. Le silence s'est étiré entre nous. Tu le regretteras, a-t-elle fini par dire. Peut-être, ai-je répondu. Mais ce sera mon regret. J'ai fermé la porte. 20 minutes plus tard, Bastien a envoyé un SMS. Maman est rentrée en larmes. La banque pourrait geler la ligne. Es-tu contente maintenant? C'était le schéma classique. Leurs larmes étaient toujours ma responsabilité. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un email de maître Grégoire Clément. Si vous ne rétablissez pas votre caution dans les 48 heures, Bernard et Associés exercera tous les recours juridiques disponibles. Votre père est prêt à faire des déclarations publiques concernant votre conduite. Des déclarations publiques? Comme si j'étais une criminelle, pas une fille refusant d'être possédée. Je l'ai transféré à Alexandre. Du bluff, a-t-il répondu. Ils vont prendre la pause. Légalement, ils n'ont rien. Je m'en doutais, tu vas bien? J'ai pensé à la nuit où j'avais signé la caution. Le signe de tête approbateur de mon père. Le sourire fier de ma mère. La façon dont cela ressemblait moins à de la confiance qu'à un confinement. Je vais mieux que bien, ai-je dit. Dimanche matin, 18 appels manqués. J'ai préparé du café au lieu d'écouter les messages vocaux. À 10 heures, on a de nouveau sonné à la porte. Bastien. Il se tenait là avec 2 gobelets en carton comme une offre de paix. C'est ridicule, a-t-il soupiré. Bonjour à toi aussi. Puis-je entrer? Non. Sa mâchoire s'est crispée. Tu es en train de faire sauter toute l'entreprise. L'entreprise que je ne possède pas. Tu fais partie de cette famille. J'en faisais partie, ai-je corrigé. Puis papa m'a envoyé un SMS pour me dire que ce n'était plus le cas. Il a passé une main sur sa barbe. Maman est une épave. Papa est furieux. Tu marques un point, mais à quel prix? Au prix de ma paix, ai-je dit, ce qui n'a que trop tardé. Tu es incroyable. C'est ce que vous aimiez chez moi, ai-je répondu. Je croyais tout ce que vous me racontiez. J'ai commencé à fermer la porte. Camille, tu devrais partir. Il n'a pas discuté. Il s'est éloigné, tenant toujours les cafés. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, le cœur battant. Pas de peur, mais de clarté. L'après-midi, les menaces ont changé de ton. Conseil externe engagé, projet de plainte en cours. Obligation fiduciaire familiale, une expression si absurde qu'elle m'a presque impressionné. Ils passent à la vitesse supérieure, a dit Alexandre. Ils le font toujours. Tu vas toujours à cette réunion? J'ai regardé l'email de l'assistante de mon père. Mardi, hôtel Le Meurice, suite exécutive. Formatage d'entreprise, embuscade personnelle. Oui, ai-je dit. Une pause. Alors je viens avec toi, a répondu Alexandre. Ils ne te coinceront pas seul. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas à subir l'impact. Je me préparais à la confrontation. Et quelque part entre les menaces, les sonneries de porte et la culpabilité déguisée en amour, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant de simplicité. Ils n'avaient pas peur de perdre l'entreprise. Ils avaient peur de perdre le contrôle sur moi. Mardi est arrivé froid et chirurgical. Je suis allé travailler comme si rien n'explosait sous la surface de ma vie. J'ai signé des documents, dirigé des réunions, souri à des collègues qui n'avaient aucune idée que mon nom de famille était actuellement utilisé comme une arme contre moi. À 18h30, Alexandre est venu me chercher. Costume sombre, visage de déposition judiciaire. Tu es prête? A-t-il demandé. Plus que jamais. Le hall de l'hôtel Le Meurice sentait le marbre poli et la retenue onéreuse. Nous avons été escortés à l'étage jusqu'à la suite exécutive. Tapis neutre, éclairage trop chaud, une cheminée brûlant purement pour les faits. Mon père se tenait devant elle comme un général attendant la reddition. Maître Grégoire Clément était assis à la table, un dossier épais devant lui. Ma mère était assise près de la fenêtre,
les mains jointes si fort que ses articulations étaient pâles. Bastien n'était pas là. Bien sûr qu'il n'y était pas. Camille, a dit mon père sans sourire. Assieds-toi. Je ne l'ai pas fait. Tu voulais parler, ai-je dit. Parle. Grégoire s'est raclé la gorge. Mademoiselle Bernard, votre retrait de la caution personnelle a causé un préjudice important. La banque reconsidère la facilité de crédit. Cela pourrait déclencher des défauts de paiement sur plusieurs lignes. Traduction, panique. Nous sommes prêts à réclamer des dommages et intérêts, a-t-il conclu. Alexandre s'est avancé. Calme. Vous pouvez déposer tout ce que vous voulez. Ça ne tiendra pas. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il s'est tourné vers moi complètement maintenant. Tu n'as aucune idée des dégâts que tu as causés, a-t-il dit, la voix basse. Tu m'as embarrassé. Tu as mis en danger tout ce que nous avons bâti. Tout ce que tu as bâti, ai-je corrigé. Pas moi. Tu es une Bernard, a-t-il lancé. Que cela te plaise ou non, pendant la majeure partie de ma vie, cette phrase avait ressemblé à une cage. Maintenant, elle résonnait comme une étiquette de marque que je pouvais décoller. On ne m'a jamais donné le choix de faire partie de tout cela, ai-je dit. Mes mains tremblaient, mais pas ma voix. Tu ne m'as pas invité. Tu m'as obligé. Ma mère a émis un petit son, à moitié allaitement, à moitié avertissement. Tu as signé de ton plein gré, a dit mon père. Non, ai-je répondu. J'ai signé sous pression. Il y a une différence. Le silence est tombé, lourd, sur la pièce. Grégoire a bougé sur sa chaise. Si vous refusez de rétablir la caution, nous engagerons une action formelle. Allez-y, a dit Alexandre d'un ton plat. Mon père s'est approché de moi, baissant la voix. Tu penses que tu vaux mieux que cette famille. Cette vieille accusation, polie et répétée. Non, ai-je dit doucement. Je pense juste que je mérite mon autonomie. Ses narines se sont dilatées. Tu veux être libre? Très bien, mais ne t'attends pas à revenir en rampant quand tu réaliseras que tu es seul. Cela n'a pas frappé comme avant. Peut-être parce que je m'étais déjà senti seul pendant des années. Je ne ramperai nulle part, ai-je dit. Alexandre a posé un dossier sur la table. Voici les notifications formelles confirmant la révocation de la caution de mademoiselle Bernard et l'indemnisant de toute responsabilité. Vous pouvez les accepter ce soir ou plaider pendant les 2 prochaines années et perdre. Personne n'a bougé. Le feu crépitait trop fort dans le silence. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que mon père décide de la suite des événements. C'était lui qui m'attendait. La voix de ma mère tremblait. Camille, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Tu es en train de détruire l'entreprise. Je l'ai regardé. Je ne détruis rien, ai-je dit. Je ne la soutiens juste plus. C'était la vérité qu'aucun d'eux ne voulait admettre. Mon père s'est détourné le premier. Une concession subtile, mais je l'ai vue. Alors nous en avons fini ici, a-t-il dit froidement. C'était déjà fini, ai-je répondu. Alexandre a fait glisser les papiers complètement sur la table. Considérez-vous comme notifié. Nous sommes sortis sans nous serrer la main. La descente en ascenseur s'est faite en silence. Mes genoux me semblaient faibles maintenant que la représentation était terminée. Alexandre m'a jeté un regard. Tu vas bien? J'ai hoché la tête lentement. Oui, parce que c'était le cas. Pas triomphante. Pas vindicative. Propre. Quand nous sommes entrés dans le hall, mon téléphone a vibré. Une notification de mail. Objet, la trahison de Camille. Mon père l'avait déjà envoyé. Une diatribe à la famille élargie. Un manifeste. Un récit soigneusement élaboré de sacrifices et d'ingratitude. Selon lui, j'avais abandonné les personnes mêmes qui m'avaient construite. Je l'ai lu une fois, puis j'ai ri parce que pour la première fois, il avait enfin dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. Il croyait que je lui devais tout. Et maintenant, il apprenait que je ne lui devais rien du tout. Le lendemain matin, les retombées battaient leur plein. Les appels téléphoniques des parents éloignés s'empilaient comme des accusations. Camille, ne peux-tu pas simplement t'asseoir avec ton père? Pense à ta mère. Veux-tu vraiment être la raison pour laquelle l'entreprise s'effondre?
C'était fascinant de voir à quel point la famille se transformait rapidement en un vote de conseil d'administration. Je n'ai répondu à aucun d'eux. 2 enveloppes épaisses sont arrivées par coursier avant midi. L'une menaçait de dommages et intérêts. L'autre faisait allusion à la diffamation. J'ai lu les 2 sur le comptoir de ma cuisine en mangeant une tartine. Elles avaient l'air dramatiques. Elles semblaient vides. Je les ai transférées à Alexandre. De l'esbrouf, a-t-il répondu. Ils n'ont plus de levier. Ce mot a persisté. Levier. Pendant 37 ans, j'avais été le leur. Le jeudi, la conversation de groupe familial s'était transformée en un bûcher numérique. Capture d'écran, opinion, tante Sharon déclarant qu'il n'était pas trop tard pour s'excuser. Une cousine m'envoyant un message privé. « Est-ce que tu vas bien ?» Celui-là m'a fait marquer une pause. Léa, la seule qui ait jamais admis que notre foyer n'était pas normal. Plus que bien, lui ai-je dit quand elle a appelé. « Tu l'as vraiment fait ?» a-t-elle dit, presque en admiration. « Ouais. » Silence. Puis elle a ri doucement. Il était temps. Vendredi soir, un autre email de l'avocat de mon père demandant une médiation. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu près de la fenêtre. Les lumières de la ville s'allumaient une à une, indifférentes et régulières. Pendant des années, j'avais pensé que partir ressemblerait à un échec. Ce n'était pas le cas. Cela ressemblait à de l'oxygène. Ce week-end-là, j'ai préparé un petit sac et j'ai quitté Paris. Pas de destination, juste de la distance. J'ai trouvé un chalet prêté près d'Annecy, là où le signal passait par intermittence et où l'air sentait le sapin. Pendant 2 jours, j'ai lu, cuisiné des plats simples, dormi sans me réveiller avec des notifications. Mon téléphone est resté face contre terre sur la table, comme s'il avait enfin appris sa place. Dimanche soir, je me suis assise sur le porche, enveloppé dans une couverture, regardant la dernière lueur s'éteindre sur le lac. J'ai pensé à la table de la cuisine il y a 3 ans, à la caution isolée, au signe de tête approbateur de mon père, au silence fier de ma mère. J'ai pensé à la suite de l'hôtel, à la cheminée, à la menace dans sa voix, et j'ai réalisé quelque chose qui semblait presque absurde dans sa simplicité. Il ne m'avait pas renié. Il m'avait libéré. Lundi matin, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé le brouillon que je modifiais depuis des mois. Pas une démission de mon cabinet, une démission de ma famille. Objet, fermeture. Famille, vous avez entendu votre version. Voici la mienne. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne le regrette pas. Je n'attends pas de vous que vous compreniez, et je n'en ai pas besoin. S'il vous plaît, ne me contactez plus, Camille. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Bastien. Je l'ai mis sous silence. Ma mère, silence. Puis mon père. J'ai éteint le téléphone complètement. Ce soir-là, je me suis de nouveau tenu près de ma fenêtre, regardant la skyline qui avait été témoin du début de ce chaos. La ville n'avait pas changé. Les bâtiments brillaient toujours comme des circuits. Mais moi, j'avais changé. Pour la première fois de ma vie, je n'essayais pas d'appartenir à quelque chose qui exigeait mon obéissance comme preuve d'amour. Je m'appartenais à moi-même. Et le silence qui suivait n'était pas vide. Il était paisible. Cette histoire nous plonge au cœur d'une dynamique familiale toxique où l'amour est conditionné par la réussite et la loyauté financière. Camille représente toutes ces personnes qui ont passé leur vie à chercher la validation de parents narcissiques pour finalement réaliser que la seule liberté possible réside dans la rupture totale. Le cadre de la défense et des hôtels de luxe parisiens souligne bien que le prestige social et l'argent ne sont souvent que des chaînes dorées. En choisissant de retirer sa caution, Camille ne protège pas seulement ses actifs, elle récupère son identité et son droit à l'existence propre, hors du giron de l'Empire Bernard. C'est un récit de résilience qui nous rappelle que la famille n'est pas toujours un refuge, et que s'en détacher est parfois l'acte le plus courageux que l'on puisse accomplir pour sa propre santé mentale. La fin, tout en sobriété et en silence, montre que la paix intérieure a bien plus de valeur que n'importe quelle ligne de crédit ou approbation paternelle. Avez-vous déjà dû choisir entre votre loyauté envers votre famille et votre propre bien-être ou vos valeurs personnelles? Comment avez-vous trouvé la force de poser vos limites et quels ont été les impacts de cette décision sur votre vie actuelle?